Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Coucou les copains, comment vous allez ? Moi ça va bien. Je suis en train de vous présenter un épisode qui envoie du pâté, et je le répète à qui veut bien l'entendre. Gaspard Navigue est un podcast LGBT lyonnais, ça vous le savez. On parle beaucoup de l'aspect LGBT, parce qu'il est quand même assez crucial dans ma vie, et c'est peut-être cette facette qui soulève le plus d'interrogations. Mais du coup, j'ai tendance à négliger un petit peu l'aspect lyonnais de ce que je vous propose dans ce podcast. Et pourtant, Lyon, au-delà d'être ma ville d'adoption, c'est ma ville de cœur. Je me suis battu pour emménager ici et pour rester ici. La vie est douce dans cette grosse métropole, il fait chaud en hiver, froid en été, et même si tout ça n'est pas autant majestueux que le Paris haussmannien, Lyon est une ville riche d'une longue histoire et avec un esprit de rébellion qui est partie intégrante de son identité. C'est pour moi la plus belle ville de France, en un mot, ma maison. Avec mon invité Marie, on va apprendre des trucs sur Lyon. Je vous parle pas des anecdotes à la con, genre les traboules servaient à se déplacer entre les immeubles, cool, ou il y a la colline qui travaille et la colline qui prie. Ça, vous pourrez l'apprendre avec plein de guides touristiques, je vous le conseille d'ailleurs, c'est super. Mais là, on va vous parler d'autres choses, des choses en fait dont je n'avais aucune idée avant d'avoir ces discussions avec Marie. Alors, laissez-vous emporter par les histoires de mon amie Marie, de notre discussion, et on se revoit de l'autre côté. Coucou tout le monde, on est de retour sur Gaspard Navigue, je suis toujours avec Marie. Plot twist, on enregistre en fait cette partie-là en premier, parce que, bon bref, j'ai décidé qu'on allait le faire comme ça. Et donc voilà, je voulais te demander, parce que du coup, donc, Marie, toi t'es en doctorat. C'est quoi ton sujet de doctorat du coup ? Alors moi je fais un doctorat en histoire du droit et mon sujet de thèse c'est le saint-simonisme en Europe. À tes souhaits. Et parce que du coup l'année dernière, c'était son sujet de mémoire qui était vachement axé sur les Jacobins à Lyon. Ouais, mon mémoire en histoire du droit, je l'ai fait sur l'action politique des Jacobins à Lyon pendant la période de la Terreur, donc en 1793. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que ça permet enfin de relier un peu Gaspard Navigue à l'histoire lyonnaise. Et du coup, tu m'avais raconté pas mal d'anecdotes. Est-ce que t'en as une ou deux des... Parce que, alors, attends, déjà, peut-être replante un peu le contexte. Les Jacobins, c'était... Alors en fait, les Jacobins, c'est un club politique pendant la Révolution française, comme par exemple les Cordeliers, qui est un petit peu connu aussi, qui en gros discutaient autour des problèmes politiques, économiques, etc. de la France à ce moment-là. Et il y en avait un très important à Lyon, parce que Lyon, pendant la Révolution française, donc c'est la seule période entre guillemets que je connais très bien sur Lyon, a été un enjeu politique assez fort, parce qu'elle était considérée comme une ville résistante, en fait, résistante à la Révolution, à la monarchie, tout ça, c'était assez complexe à Lyon. On a toujours été une ville un peu politiquement déjà très forte et très importante, et on a toujours été un peu vu comme un peuple de résistants, tu vois. Mmh. Déjà à la Révolution française, c'était le cas. Et donc en fait, une histoire qui n'est pas très très connue, je trouve, des Lyonnais, c'est pendant la Terreur, donc en 93-94, il y a eu une grosse crise politique. Pas en 1993-94. Non, 1793-94, pardon. Il y a eu une grosse crise politique au niveau de la municipalité lyonnaise. Mmh. Donc il y a eu une succession de plusieurs maires en 93, entre Palerme de Savy, Vitet, Nivierchol et Chalier. Donc voilà, c'était une instabilité au niveau de la municipalité. Le dernier maire qui a été élu en 93, Joseph Chalier, c'était un jacobin assez extrémiste, tu vois. Il est arrivé à la municipalité et il a opprimé le peuple lyonnais, on peut le dire comme ça. Il a mis en place une politique très très dure et le peuple lyonnais, un jour, s'est révolté, évidemment. Par exemple, Chalier, c'est lui dont je t'avais raconté cette anecdote, il avait décidé d'installer la guillotine
en permanence sur le pont Morand. Donc, pour ceux qui connaissent Lyon, le pont Morand, il avait décidé de l'installer pour que les têtes tombent directement dans le fleuve. Parce que en gros, on ne savait plus quoi faire des têtes qui tombaient un peu partout sur les places de Lyon, tellement les décapitations étaient nombreuses. Tous les résistants, en gros, étaient décapités. Donc le peuple, le 29 mai 1793, il s'est révolté, il a marché sur l'hôtel de ville, donc dans le premier arrondissement actuellement, et il a donc délogé le maire Chalier de la mairie, et il a été décapité par le peuple lyonnais. Ça, c'était en juillet 1793. Donc il a été décapité sur la place des terreaux, actuellement. Okay. Et quand Robespierre, à la Convention nationale à Paris, a eu vent de ce que le peuple lyonnais avait fait à Chalier, qui était donc un jacobin, donc un proche de Robespierre, ça lui a pas beaucoup plu. Et il a envoyé une armée menée par le général Kellermann sur Lyon, et on a été victime d'un siège assez atroce de juillet jusqu'à octobre à peu près 1793. Et c'est là que les Jacobins se sont installés vraiment plus fermement, que l'armée a été déployée tout autour de Lyon, et voilà, on a été victime vraiment d'un siège, et les Lyonnais ont été opprimés par les Jacobins. Énorme. Enfin énorme, non, mais je savais pas. Ouais, c'est très peu connu, bizarrement. Non, c'est vrai que c'est un truc, on nous apprend plus le mythe de toute la France révolutionnaire, blablabla, et on n'a pas forcément ce côté-là un peu. Certaines villes qui sont très importantes durant la Révolution française, au-delà de Paris, il y a eu des villes comme Nantes aussi. Le peuple de Nantes a vécu un peu la même chose que celui de Lyon. Celui qui coopérait pas avec le pouvoir jacobin en place pendant la Terreur, la guillotine était très utilisée. Et du coup, tu nous disais par rapport à la guillotine que... il y a eu une période où les décapitations étaient tellement fréquentes. Ouais, sur la place des terreaux. Elle était installée sur la place des terreaux. En fait, j'ai lu dans les archives de Lyon par certains poètes, certains auteurs, etc., qui écrivaient pendant cette période-là, que les décapitations étaient tellement fréquentes sur la place des terreaux que les Lyonnais marchaient les pieds dans le sang. En fait. Ça, mais je trouve ça, mais... Enfin ouais, ça me fait délirer. Le sang dégoulinait des pentes de la Croix-Rousse, etc. Voilà, ça fait participer le mythe. Non mais ouais, c'est ça crée un mythe, on voit une espèce de lion à la Shining, tu sais, quand il y a le couloir qui se remplit. Oui, voilà, avec comment ça s'appelle là, l'ascenseur qui s'ouvre et le sang qui arrive par flot, là. Je sais pas, ça fait une espèce de mythe complètement autour de ça. Dans les archives, tu lis des choses... passionnante. Ouais. Et tout ça a donné à la fin, ça a donné lieu à un décret, lui qui est quand même plus connu, celui du 12 octobre 1793, qu'on a surnommé Lyon n'est plus, parce que ces mots étaient inscrits dans le décret en question, donc par la Convention nationale à Paris, qui prévoyait la destruction, tout simplement, de Lyon. Et ça aussi, c'est très peu connu, mais à la fin de la Terreur, Lyon devait être détruite. Elle était vue comme une ville bourgeoise, une ville enclin à la perversion monarchique, voilà, parce que... Ah, mais en fait, ils ont confondu Lyon à l'époque et Bordeaux aujourd'hui. D'accord, je comprends mieux. C'est un peu ça. Et en plus, c'était pas vraiment conforme à la réalité. Hein. Lyon, c'était une ville qui vivait une crise économique incroyable. Les gens mouraient de faim, concrètement, voilà. Mais par deux, trois aspects politiques un petit peu chiants qu'on va zapper, Lyon était vue comme une ville qui défendait le fédéralisme et la bourgeoisie et la monarchie. Et du coup, Lyon devait être détruite. Et d'ailleurs, les maisons de la place Bellecour actuelle ont commencé à être détruites en 94. Les maisons étaient détruites et des Jacobins très connus à Lyon pensaient que les travaux étaient pas assez rapides. Ils voulaient tout faire péter concrètement. Tout raser, quoi. Voilà. Et Lyon devait disparaître de la carte. Et d'ailleurs, on a même perdu le nom de Lyon pendant cette période-là. On était appelé Ville-Affranchie. Ah ouais ? Ouais, donc dans toutes les archives, il y a une période où le nom de Lyon n'est plus utilisé et on nous appelait Ville-Affranchie. Putain, j'en avais aucune idée. Ouais, la statue sur la place Bellecour devait tomber. Ok. Ah, ils étaient déjà dans le réécrire l'histoire en déboulonnant. C'est fou. J'en avais aucune idée. Putain, c'est assez génial. Et parce que l'idée un peu de pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça,
c'est parce que on vit tous dans un espace, dans un lieu, et que du coup, vous qui m'écoutez, je suis basé à Lyon, ce que je crée est basé à Lyon, et tout ça, ça fait partie de l'histoire aussi. Même si on n'a pas forcément grandi dans une ville, c'est important de connaître un petit peu de là où elle vient, ce qu'elle donne. Et du coup, j'avais envie de faire encore un autre lien entre, du coup, on a fait le lien entre Gaspard Navic qui est établi à Lyon, mais j'aimerais aussi voir avec toi si tu avais des choses qui venaient de l'histoire un peu lyonnaise, qui permettraient de faire un lien entre peut-être le côté un peu LGBT, lutte LGBT, ou personnalité un petit peu plus ouverte sur des sujets de féminisme ou de racisme ou de sexualité et de genre, basée à Lyon un petit peu. Oui, alors sur ça, j'avais lu un mémoire universitaire qui avait été écrit il y a quelques années et que à l'occasion du podcast j'ai redécouvert et j'ai relu et je vous le conseille à tous parce qu'il est vraiment exceptionnellement bien écrit. Il s'appelle Lyon, la fabrique d'une ville gay-friendly et il a été écrit par Fabien Benoît sous la direction de François Duchesne. Il est très très bien, il est accessible en ligne, il est en PDF sur Google. Et c'est un travail, je trouve, qui a été scientifiquement très bien mené. Les enquêtes sont super sérieuses et il retrace en fait l'histoire politique et la construction voilà, de l'histoire LGBT à Lyon. Il y a toutes les infos dedans, c'est super intéressant. Il parle, tu vois, notamment des soirées garçons sauvages. Ah ouais ? Ouais, il en parle beaucoup. Et du coup, il y a quand même aussi un peu de contemporain. Ouais, c'est très très intéressant parce que Lyon, en fait, a une histoire politique assez intéressante. Tu vois, on a toujours, pour refaire le lien avec la période révolutionnaire et même après, on a toujours été vu et décrit par les historiens, par les chercheurs, etc., comme un peuple très engagé politiquement. On est une ville assez hétérogène. On est souvent vu voilà, comme c'est le côté carrefour de l'Europe aussi. Ouais, on est souvent vu comme une ville de gauche, alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Suivant les quartiers, etc., les clivages politiques sont très intéressants à étudier. Et donc du coup, j'avais appris dans ce mémoire qu'en 2014, le magazine Tétu a élu Lyon comme la ville de France la plus LGBT-friendly. Ah ouais ? Ouais, même devant Paris, devant Montpellier, etc. Et ça a été beaucoup critiqué par les chercheurs. C'était en 2014, donc depuis, il y a eu quand même pas mal de critiques qui ont été établies. Et oui, les chercheurs sont souvent pas du tout d'accord avec ça. Il y en a certains qui disent que Paris, par exemple, est beaucoup plus ouvert, ou même Montpellier, qui a vu le premier mariage entre deux hommes célébré, par exemple. Mais pourtant, voilà, le magazine, il a élu Lyon comme la ville de France la plus gay-friendly. Mais c'est vrai qu'après, je me souviens, moi, quand j'étais dans ma petite ville, de vouloir venir à Lyon, parce que t'avais ce côté un peu déjà grande ville, j'ai un patelin... il y avait le côté un peu grande ville de Lyon, et il y avait le côté un peu gay, où je savais, j'avais quelques potes gays un peu dans mon coin, ils disaient tous, ouais, tu vas voir Lyon, il y a des soirées, il y a les garçonnières, il y a la garçon sauvage, il y a Chantal la nuit, il y a plein de drag queens, tu vas voir, c'est un autre monde. Et du coup, quand je suis arrivé à Lyon, et que j'ai découvert l'UC, que j'ai découvert, je me souviens, avec des copains, on avait fait l'inauguration de l'Impérial, la boîte, et je m'étais retrouvé un peu, c'est sûr, dans ce monde-là, alors que les week-ends que j'ai pu faire à Paris, ou quand j'étais allé voir des copains à Paris, j'avais jamais vraiment cette ambiance de... je sais pas, il y avait pas cet aspect un peu fébrile que je peux avoir. Après, c'était aussi parce que je vis ici, j'en sais rien, mais sûr que je me sens vachement à l'aise en tant qu'homme gay à Lyon, où je sens que c'est quand même beaucoup plus normal, en fonction du quartier, disons que j'ai pas trop peur. Et justement, quand tu dis en fonction du quartier, ce qui est intéressant et ce qui a été soulevé par beaucoup de chercheurs, c'est que justement, à Lyon, on se rend compte, voilà, quand on trace des cartes, on prend une carte de Lyon et on trace les endroits où il y a pas mal d'établissements gay-friendly, etc., on se rend compte qu'on manque un petit peu d'un quartier vraiment gay. Comme par exemple le Marais parisien ou quelque chose comme ça, même si certains ont surnommé, alors je sais plus dans quel magazine c'était, mais c'était dans les années 90, on surnommait les pentes de la Croix-Rousse le petit Marais lyonnais. Oui, parce qu'il y a une concentration quand même d'établissements gays dans ce coin-là, mais... Et dans les critiques aussi qui ont été soulevées, il y a tous les mouvements
contre les communautés LGBT qui ont lieu à Lyon, et on peut pas les nier. Oui. Tu vois, la Gay Pride qui n'a pas le droit de passer dans le 5e arrondissement, le kissing de la place Saint-Jean qui avait été qui s'était soldé par des signes néo-nazis par certaines populations d'extrême droite. C'est les manifs pour tous ont été très nombreuses à Lyon aussi. Et c'est ça qui fait qu'il y a une mentalité très hétérogène sur la question à Lyon, parce que certains quartiers assez chics, assez catholiques sont encore assez conservateurs, et dans certains autres quartiers il y a un esprit beaucoup plus jeune, beaucoup plus libéré. Oui, mais c'est pas forcément dans les quartiers les plus jeunes que c'est les quartiers les plus ouverts là-dessus. Mais après, sur le fait que les établissements gays sont pas forcément concentrés dans un seul et même endroit à Lyon, je me faisais la réflexion que ça a aussi un petit peu un côté... Le gay est partout dans l'idée, genre le LGBT un peu partout, et en général c'est quand t'as une histoire pas de ghetto, mais de regroupement d'une population, c'est pour se protéger du reste. C'est pas toujours bon signe. Et peut-être que là, c'est aussi le signe que du coup, on est aussi à l'aise un peu plus ailleurs, un peu partout, parce que t'as les garçons sauvages au sucre, t'as l'UC côté Saône, t'as le centre LGBT sur les pentes de la Croix-Rousse, t'as les saunas, bon, ça reste quand même majoritairement autour d'hétéros, parce que je pense que historiquement c'est là-bas, mais et c'est aussi beaucoup encore sur la presqu'île, mais quand tu regardes, t'as les trucs qui sont quand même encore un peu plus loin et pas forcément tous dans le même quartier. T'as le Trou qui est à l'autre bout du monde, t'as quand même un... Bah oui, c'est ça en fait qui est mis... Ou même Gerland pour le cruising, enfin... C'est ça qui est mis en avant dans les écrits de chercheurs qui sont donc un peu plus historiques, etc. C'est que Lyon n'a pas de quartier gay identifié et identifiable. Par exemple, dans les années 70, j'avais lu qu'il y avait beaucoup de tasses, tu sais, les espèces de... Je sais pas exactement comment qualifier ça, des espèces de toilettes publiques qui étaient des lieux en fait de rencontres, de cruising, sexe, un peu, c'était très démocratisé dans les années 70. À Lyon, ils ont pratiquement tous disparu à partir des années 80, mais ils étaient très présents dans le quartier de Saxe, près de la Guillotière, et sur les quais du Rhône. Ok. Quai du Rhône, il y a encore un lieu de cruising. Bon, j'ai beau avoir essayé, j'ai jamais trouvé quelqu'un là-bas, à côté du pont de l'université. D'accord. T'as quand même encore ce coin-là, mais après plus au sud, ce que je disais, t'as Gerland encore, mais ça c'est après les putes. D'accord. T'as tout un truc de cruising, enfin c'est encore un truc qui existe à la marge. Oui, à la marge. Alors dans les années 70, c'était très courant. Tu vois, Didier Ribon raconte qu'il rencontrait beaucoup d'hommes là-bas dans les années 80, même dans des villes beaucoup plus petites comme à Reims, tu vois. Mais Chambéry, à côté, t'as 1 ou 2 lieux de cruising. C'est intéressant. T'as encore des lieux comme ça. Aujourd'hui, c'est plus très courant, ça. Mais ça, c'est aussi parce que t'as les applications qui sont venues faire une espèce de révolution là-dedans, où t'allais au cruising parce que, déjà, quand t'étais gay, tu te cachais. Donc tu pouvais pas forcément, quand t'étais dans un bar, te dire « Ah ouais, peut-être que ce gars-là, il est gay, j'allais le draguer. » Donc t'avais un peu aussi ce côté d'espèce de... T'établissais une forme de consentement mutuel en étant dans un endroit qui pouvait être un lieu de cruising, où du coup, t'avais 2 regards qui se croisaient, et les personnes qui allaient dans les forêts après pour aller se soulager dans un truc, mais parce que t'avais ce côté un peu secret aussi de se protéger du... c'était pas légal, c'était dangereux, l'homophobie n'était même pas réprimée, réprimandée, et du coup t'avais un peu ce côté-là. Et alors après c'est un truc que j'ai jamais connu. Moi je suis génération Grindr, je suis arrivé quand Grindr existait déjà, mais j'entends souvent, je lis pas mal d'articles dans Tétu justement, de gays qui ont pas 20 piges, qui racontent un peu le cruising ou ce genre de choses, et un peu l'excitation qu'il y avait derrière. Mais c'est sûr que, oui, il y a une évolution là-dessus, de ce monde qui a été assez violente, mais il y a encore quelques petits restes de cruising à droite à gauche. C'est vrai. Franchement, mais un jour je t'emmènerai, quand je récupère une voiture, on ira au cruising à Gerland avec Pierrick, et mais juste pour voir, parce qu'il y a évidemment aucune obligation de consommer, entre guillemets, tu vois, mais t'as cette espèce, tu vois, t'as les voitures qui tournent, t'as le gars qui est dehors assis sur son capot en train de fumer sa clope, t'as les regards, t'as le gars qui ralentit quand tu arrives de ta voiture puis qui te fait un petit clin d'œil. Enfin, c'est vraiment, c'est unique comme truc. Et bon, c'est pas toujours très sympathique, hein. Ça m'est arrivé une fois avec un pote, on s'est retrouvé un peu à courir, enfin c'était n'importe quoi, en plus on était en blue lit, mais c'était franchement c'était super drôle. C'est assez effrayant après de se dire que les personnes peuvent pas faire ça en toute sécurité, tu vois, c'est triste. Ouais, mais d'un autre côté,
Parce qu'il y a une forme de libération sexuelle dans toute cette idée-là que je trouve hyper intéressante et très plaisante. Et qu'on retrouve dans les applications. Et il y en a qui disent, ouais, mais les applications, au moins, c'est plus sécurisé que le cruising. Oui, mais le cruising, au moins, la personne que t'as en face de toi, tu sais qui t'es. Alors que les applications, t'as des faux. Et c'est des histoires qui se multiplient de plus en plus. Je crois que c'était... Ça apporte juste d'autres problèmes, je trouve. Mais le cyberharcèlement. Ah non, mais plus que ça, genre des gens qui se font attirer chez quelqu'un voilà. et qui se font péter la gueule. Oui. Laisser pour mort, des choses comme ça. Donc il y a aussi ce problème-là. Puis celles qui se font harceler derrière un écran, qui se font soutirer des photos personnelles. Voilà. C'est juste d'autres problèmes qui se posent. Je pense pas que ce soit plus dangereux ou... Non, mais c'est quand même on sent qu'il y a eu un tournant, qu'il y a eu une époque qui s'est passée avec l'arrivée des applis. Et je sais pas, j'aime bien. Mais c'est pour ça que j'aime bien en parler avec quelqu'un aussi, tu sais, qui a vécu un peu à l'époque du cruising. Je sais pas, ça pourrait être marrant aussi. Mais Didier Ribon, si tu nous écoutes. Ouais, clair. Ce serait marrant. Ça, ce serait sympa quand même. Ce serait vraiment cool. Serait on verra un jour. J'enverrai un mail à son agence ou je sais pas quoi. Puis on verra bien si j'ai une réponse. Exceptionnel. Donc voilà, Lyon du coup, ville un peu LGBT et ville historiquement un peu tarée. Et du coup, parce que tu faisais un parallèle avec la dépénalisation de l'homosexualité et tout ça, c'est pour faire un petit parallèle avec le politique, parce que c'est pas toujours facile de détacher les deux. Qui dit communauté dit droit à protéger, enfin je trouve en tout cas. Et politiquement, Lyon c'est une ville assez particulière d'un point de vue droit LGBT. On est fatigué. Il est 10h du matin et en fait on a seulement pris le thé il y a genre 10 minutes. Tu couperas, j'ai eu un bug. Sur la thématique LGBT, pour ça j'ai regardé le bilan de Gérard Collomb, qui a été un maire assez important à Lyon, on va dire. En même temps, si tu aurais suffisamment de temps à un poste, peut-être qu'au bout d'un moment tu ferais quelque chose d'important. Ça qui s'est accroché longtemps. Mais c'est politiquement un maire qui a été important du point de vue des droits LGBT, parce que c'est un personnage politique phare dans la politique française globale, qui très tôt s'est toujours déclaré, on va pas dire militant gay, on va pas aller jusque là, mais toujours en faveur de l'avancement des droits. Il s'est toujours prononcé en faveur du mariage pour tous, même dans les années 2000 où c'était pas encore prévu de voter cette loi. Il s'est toujours aussi proclamé en faveur de l'adoption par les personnes de même sexe. Et Gérard Collomb, il me semble, le deuxième maire d'une grande ville française qui s'est rendu à la Gay Pride, par exemple. Après, évidemment, Bertrand Delanoë à Paris, je savais pas du tout ça. qui, je crois, dès les années 2000, se rendait à la Gay Pride. Gérard Collomb s'y est rendu en 2005-2006, avec Michel Chomara, qui est aussi un personnage politique assez important à Lyon. Il a été conseiller de Gérard Collomb et au conseil municipal aussi du 1er arrondissement, de la mairie du 1er. Lui, c'est un personnage... vraiment, il est militant, activiste gay, ouvertement. Et quand il s'est rendu, donc Michel Chomara, avec les adjoints de la mairie, à la Gay Pride en 2005, c'était la première fois à Lyon que des personnages politiques s'y rendaient. Ok. Et c'était... ça peut paraître anecdotique, mais... quand même, il y a une force un peu là-dessus. Ouais. Et le bilan de Gérard Collomb est pas dégueulasse en la matière. Il a débloqué beaucoup de fonds pour la création de diverses aides pour les personnes LGBT. Il a ouvert pas mal de centres. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait que j'avais rencontré une ou deux personnes trans au début, j'étais arrivé à Lyon, femmes trans en particulier, qui venaient de l'étranger pour la France pour pouvoir faire du coup quelques opérations qu'elles souhaitaient avoir pour la féminisation notamment du visage, du corps. Et je leur avais dit mais pourquoi vous n'allez pas à Paris, pourquoi venir à Lyon? Et elle me disait que apparemment Lyon était
sinon la première ville pour les changements de sexe en France. Ouais, et qu'il y avait plein de trucs comme ça et tout. Ouais, c'est vrai. Tout ça, dans le mémoire que j'ai cité tout à l'heure, il y a tous les chiffres en termes de bilan politique, il y a toutes les sommes qui ont été débloquées, etc. Et on voit que sous le deuxième mandat de Gérard Collomb, les sommes qui sont allouées à la protection des personnes LGBT, donc les fonds monétaires qui sont alloués au centre, ce genre de choses, ont été doublés. Okay. Les budgets ont été doublés. Et en 2005, si je ne me trompe pas, sous l'impulsion du coup de Michel Chomara, qui est vraiment un personnage du coup, tu vois, dans la politique lyonnaise très importante, à la Bibliothèque municipale de Lyon, il y a le tout premier fonds de recherche sur la thématique LGBT en France qui a été créé. Okay. Et il me semble qu'il est au 5e étage. Donc là, justement, quand j'allais faire mes recherches pour mon mémoire, je voyais tous les fonds qui étaient disponibles. On a un fonds sur les archives révolutionnaires, on a un fonds sur beaucoup de thématiques comme ça. Et le fonds, du coup, Michel Chomara, c'est le fonds sur toutes les recherches qui ont été faites sur la thématique LGBT. Okay. Il y a plus de 30 000 documents, c'est quelque chose d'assez important. Il y a le point G aussi, qui a été créé et qui est à la BML. Et c'est toute une documentation qui est disponible sur cette question-là. Et on est la seule bibliothèque municipale de France à l'avoir fait en premier. Ok, énorme. Franchement, impec, merci beaucoup. On va prendre une petite pause. Et puis je vais redonner la parole à Gaspard plus tard. Coucou Gaspard plus tard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode.